Rendre hommage, on aimerait toujours être l'un à côté de l'autre, l'un sur l'autre, se donner la main, s'embrasser, manifester, etc. Mais, comme vous savez, la vie, elle est comme ça. Alors avec Claire, on a travaillé beaucoup depuis longtemps, ensemble. Lorsque, surtout, je suis arrivé à 75 ici, elle a commencé à travailler sur les mémoires libertaires. Et c'est là qu'on a commencé à se voir, discuter, etc. Et depuis, on a travaillé beaucoup ensemble. Et avec Jean-Marc, on a réussi à publier un certain nombre de livres. La Compagnie des Roms. On avait commencé avec la Compagnie des Roms. On avait poursuivi avec un long entretien que j'avais fait avec elle, avec les Trimards et les Ovalistes. Les Ovalistes elle avait fait avec Yannick Well. Et on a malheureusement terminé pour l'instant avec le livre sur les mémoires libertaires qu'on a réédité avec un gros travail qui a fait Jean-Marc en collaboration avec Claire presque jusqu'au dernier jour. Elle a plus ou moins tout regardé, sauf l'introduction qu'on avait un petit peu modifiée par rapport à celle qu'elle nous avait envoyée. Et elle nous a dit, je vais regarder, je vais voir, mais elle n'a pas pu. Mais voilà, on est là. Ce soir, donc, c'était obligé pour nous de se rencontrer, de raconter un peu de ce qu'on a vécu avec elle, ce qu'on pense d'elle. Il faut continuer. Ceci dit, je n'aime plus parler beaucoup, j'aime écrire des poésies. Le jour après que Jean-Marc m'a envoyé la nouvelle, j'ai écrit ceci. L'éclair d'une insoumise. Les paroles d'une insoumise se répandent dans la vie de tous les jours, sur les barricades mystérieuses, dans les traboules lyonnaises, et celles très spéciales de la Croix-Rousse, où les métiers des canuts, dans nos fabriques de la soie, et celles toujours vivantes de l'anarchie, ont inspiré notre Claire, l'enragée. Son chemin mêlé d'actions directes, de recherche historique, d'empathie pour les Roms et d'un long compagnonnage avec le peuple libertaire vient de s'arrêter net, après une de ces longues maladies encore incurables, nous rappelant notre faiblesse face à ce monde que Claire voulait bouleverser, par des paroles de feu, par des actions touchant le cœur des hommes et des femmes, par cet esprit de révolte et de défi que nous lisions dans ses yeux, où la lumière du jour faisait résonner tous ces rêves de jeunes filles, nées d'un couple amoureux, poussées à interroger la société et sa philosophie par les yeux de l'existentialisme. L'insoumise, la révoltée, la ragée n'a pas épargné ses énergies pour lutter avec le peuple de l'ombre, celui qui nous a laissé une histoire, pour nous arracher de la peur, de tutoyer le pouvoir, lui arracher des morceaux de liberté, des espaces où nous pourrions danser avec Emma et ses sœurs, flairer le vent de la contestation, enfiler l'une derrière l'autre les pages de ces livres qui nous aident à marcher sur le macadam, à embrasser un drapeau noir, à lancer nos cris d'alarme, nos pétards coups humains par des ovalistes sans patrie. Claire l'insoumise, la révoltée, la ragée. Un jour, elle m'a raconté toute son histoire, un récit sans voile. Alors, dit-elle, je me souviens très bien. C'était fin avril 1968. Ce jour-là, je portais une robe américaine. Elle était bleue et verte, avec des couleurs de l'eau. Bref, psychédélique. J'avais 17 ans. J'étais extrêmement gai comme ça. Il m'a violé, mon père, dans cette robe-là. Les chapitres de sa vie suivent l'éclair de ces paroles qui blessent, de cette force qui semble ne jamais devoir s'étendre. De l'hôpital, c'est elle qui nous a écrit ce dernier chapitre, où elle a mis encore ses doigts dans l'encrier révolutionnaire pour mettre à jour les mémoires libertaires, où elle avait puisé cette part de soi-même
individuelle et collective à la fois, sans jamais cacher l'arme de la critique contre les conventions, la soumission et ces compteurs dandy d'un anarchisme sans âme. Claire la ragée, la soumise et la révoltée, ses engagements, ses coups de gueule et l'éclair de ses cieux, aujourd'hui brûlent les nôtres, d'où jaillissent des larmes toujours aussi rouges et noires. On passe la parole directement à Nicole et après, tout le monde pourra intervenir à son tour, sans faire des longs discours. Bon. C'est difficile après un si beau texte. Donc, je vais essayer de ne pas me laisser emporter par l'émotion. Voilà, ça y est, je suis prise du petit frisson. Donc, vous me pardonnerez de prendre un texte que je vais à peu près lire. Parce que là, c'était pas possible de faire comme ça. Voilà. Donc, alors, à propos de Claire, je suis censée parler surtout de notre aventure commune qui est l'écriture des Ovalistes, paru en 82, mais réédité donc par nos infatigables, comme Claire les a qualifiés, nos infatigables amis de l'atelier de création libertaire. Donc ça a été réédité en 2016. Encore merci à eux. Et c'est ceux-là même, vous le savez, qui ont réédité celui-ci. Bon, mais je vais tout de même décrire les éléments qui ont précédé cette relation. Sinon, que ce travail ait pu se faire en commun sur les ovalistes serait absolument incompréhensible si je parlais pas de comment j'avais connu Claire. Alors, la première fois que j'ai vu Claire, je ne peux pas dire rencontrer parce que c'était extrêmement fugitif. Donc, la première fois que je l'ai vue, c'était l'été 70 en Afrique, à Abidjan. J'étais avec un groupe de Lyonnais nouvellement rencontrés qui m'avaient embarqué là-bas pour cette aventure et qui était en lien, pour je ne sais pas trop quelle raison, avec Jean-Marie Ozias, donc le père de Claire. Donc, il passe nous voir avec sa fille, donc qui à l'époque a 19 ans. Ils sont restés 24 heures, c'est pour ça que c'est vraiment très fugitif, mais je me souviens très très bien de ce moment à l'époque, déjà, que je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas la suite évidemment. Donc j'ai très bien, je me souviens bien avoir entreaperçu une toute jeune fille qui ne disait strictement pas un mot en 24 heures, la porte vers la bouche, coincée dans un coin, apparemment très déprimée. Et c'est ce qui correspond en tout cas à ce qu'elle a dit d'elle-même de cette époque-là, donc où elle n'était pas majeure. Je vous rappelle qu'à l'époque, il fallait avoir 21 ans pour être majeure. Et comme elle disait, elle était retombée sur ce qu'elle appelle l'emprise parentale. Alors c'est aussi 2 ans, 70 et 2 ans après mai 68, dans l'après-coup d'une période qu'elle avait vécue avec un immense enthousiasme, et qu'il avait sauvé, dit-elle, je cite beaucoup de ses paroles qui sont engrangées là, hein, pour un temps d'une ambiance familiale. Mireille, je suis désolée de délétère, c'est les termes de plus ou moins de Claire, c'est pas simple, hein. Donc je ne reprends pas ce qu'a dit Mimo, ça me semble pas la peine, mais je donne un autre exemple qui est moins grave, n'importe quoi. Bon, elle est enceinte, Claire est enceinte en novembre 67, donc à 16 ans, et ses parents veulent qu'elle avorte, ce qu'elle fait vraiment contre sa volonté. Je rappelle, de toute façon, alors pour l'époque, que de toute façon, il fallait l'autorisation des parents, etc., etc. Bon, donc, on ne peut pas dire que je l'ai vraiment rencontrée, évidemment, à ce moment-là, mais je vais la rencontrer pour de vrai 2 années plus tard, après la fameuse affaire des tapes claudiennes de l'été 71. Donc, je vais donner quelques éléments historiques pour resituer. À la suite de quoi elle est emprisonnée, si vous étiez à l'époque, si vous en souvenez, si vous connaissez, elle est emprisonnée en préventive à Montluc, et non pas en préventive, donc avant le procès. Donc un petit mot, alors là, c'est un peu
personnel, je vais dire, sur l'étape claudienne. Donc mai 68 pour elle, c'est comme ça que je le vois, moi, vraiment à ce moment-là. Ça a été la rencontre pour elle avec ce qu'elle a appelé les trimards, c'est-à-dire des braqueurs. J'ai mis un moment à comprendre que c'était la même chose pour elle. C'était les trimards à Lyon, à Paris, moi je n'étais pas à Lyon, mais à Paris ça s'appelait les Catanguais, je ne sais pas, on en parlait plus dans la presse. Donc c'était pour elle le seul peuple, comme elle disait, qu'elle reconnaissait, dans lequel elle se reconnaissait, celui des braqueurs, ce qui explique d'une certaine façon le braquage des Taplaudiennes qui était assez foireux, qu'elle raconte comme en ces termes, c'est-à-dire que c'était n'importe quoi en termes de braquage, on va dire. Je ne sais pas si vous connaissez, on pourra en parler, bon bref. Donc Bon, une histoire tragique quoi qu'il en soit, hein, mais bon. Alors, donc c'est son père qui me fait demander de lui rendre visite à Montluc. Alors, d'après ce qu'on me dit de lui, on me demande ça parce qu'en tant que femme, c'est Montluc, il y a une prison de femmes, et surtout enseignante. Donc, officiellement, pour l'aider à faire une licence de sociologie à laquelle elle s'était inscrite en 1969, comme elle dit, parce qu'elle n'avait aucune idée de ce qu'elle voulait faire par ailleurs. Donc, je lui ai apporté des livres. Alors, c'est un truc très spécial, je vous dis si vous ne connaissez pas. Quand on est enseignant, quand il y a ce qu'on appelait à l'époque les étudiants empêchés, c'était je crois que ça a été plus tard le truc de Gesmar, parce que là on est en 60, oui, peut-être 71. Bref, d'aller rendre visite si on était enseignant aux étudiants en prison. Et ce qui est extraordinaire, ce qui moi m'avait semblé extraordinaire à Montluc, puis après j'ai vécu ça dans les prisons, dans l'autre prison là, derrière le Perrache. C'est-à-dire que vous êtes enfermé avec la personne, complètement libre, les deux. Donc à mon avis, on peut lui refiler absolument tout ce qu'on veut. Enfin, il doit y avoir des machins qui sonnent quand on sort ou quand on entre. Mais c'est très, 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 très curieux comme système. C'est-à-dire que c'est une liberté, une confiance en même temps dans l'enseignement supérieur qui est tout de même très, très curieuse. Bon, je dis ça parce que, enfin bon, c'est anecdotique, mais enfin pas que. Mais quand je suis allée voir des étudiants masculins qui avaient tué, etc., ben moi j'étais enfermée dans une petite pièce avec eux et je n'étais pas rassurée, pour être franche. Bon, bref, c'était pas le cas évidemment avec Claire. Donc, alors, j'étais là en fait, alors là c'était une vraie rencontre, vous en doutez, pour l'aider à supporter la prison, où elle est restée 8 mois et demi, donc à l'époque, et c'est principalement ce dont elle a parlé. En tout cas, disons plutôt que c'est ce dont je me souviens. Elle parlait aussi beaucoup de sa séparation d'avec Didier Gélineau, qu'elle avait rencontré peu de temps avant, dont elle était très amoureuse, lui aussi apparemment, qui était lui aussi en prison, où il va mourir d'ailleurs un mois avant le procès. Donc quelque chose de sentimental, elle me parlait beaucoup de cette histoire d'amour, mais surtout un vécu de la prison extrêmement difficile pour elle, sur lequel elle revenait beaucoup. Alors, je lui avais conseillé d'écrire sur son expérience de prison, ce qu'elle n'a pas du tout pu faire, a-t-elle dit à ce moment-là, mais qu'elle a fait plus tard en maîtrise. Elle a fait un mémoire de maîtrise sur les femmes en prison. Alors, elle a toujours dit, en tout cas, elle me l'a toujours dit, on va dire, qu'elle avait été extrêmement marquée par cet épisode, et un des preuves en est qu'elle se réveillait tous les matins, elle s'est toujours réveillée tous les matins à 6 heures, comme en prison. Donc elle dit là dans l'interview de Mimo, je suis restée, elle dit, une taularde, je reste une des leurs. Donc voilà, ça c'est le démarrage de notre relation, comme vous voyez, assez forte d'une certaine façon, mais après, bon. Alors, après, il y a un parcours très chaotique que je résume à ma façon, à partir du livre de Mimo d'ailleurs, et de ce que je savais de Claire, mais bon, les dates n'étaient pas faciles pour moi à reconstituer. Un parcours, enfin, je ne pouvais pas retourner dans mes agendas, c'est trop compliqué. Alors, un parcours chaotique qui commence avec l'acide, quand elle part pour le Maroc à Pâques 71, donc c'est avant l'étape claudienne. Puis l'Espagne, où elle a tout de même failli y laisser sa peau, après une très sérieuse tentative d'étranglement, hein, mais très très sérieuse. Ils l'ont laissée pour morte, les charmants. Elle faisait de l'autostop toute seule. C'était des Allemands, c'est pas des Espagnols, je tiens à le dire, au cas où on dirait des horreurs.
C'était des Allemands, je ne veux pas dire des Allemands, mais enfin c'était des Allemands, dit-elle, 3 Allemands. Voilà, ils l'ont laissée pour morte, croyant qu'elle était morte. Et elle dit qu'elle n'a pas osé porter plainte, en parler, parce qu'elle avait peur qu'il la retrouve. Donc ça, c'est juste avant voilà. Alors, puis en août 73, là on était donc après l'étape claudienne, après le procès et la mort de Didier, donc là, elle ne fera pas de prison, puisqu'elle va avoir, je crois, 5 mois de prison. Donc elle avait déjà fait 8 mois et demi, donc voilà. Elle part pour l'Afrique, puis l'Inde, où elle va rester 2-3 ans. Alors là, l'acide avait commencé, mais là, ça va être les drogues très très dures. Ça va durer 2-3 ans sur les plages de l'Inde. Donc cette période des supposés paradis artificiels se termine comme il se doit, par ce qu'on appelle en psychologie, je suis psychologue, donc une bonne décompensation, c'est-à-dire qu'elle se met à circuler en délirant dans les rues de Bombay, et évidemment, oui, elle se retrouve en asile psychiatrique à Bombay. Alors tiré de son premier livre, Jelina Kalamita, où il y a plein de dessins d'elle, de cette période. Il y a un autoportrait qu'on peut voir dans le livre de Mimo, qui est absolument remarquable, très parlant sur son état à l'époque. Un très beau dessin d'ailleurs à la Egon Schiele, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire complètement désarticulé, le portrait qu'elle a fait d'elle-même. Bon, elle est rapatriée par l'ambassade de France, récupérée par ses parents, et on est en 1974. Elle se refait une santé pendant 2 mois, dit-elle, chez ses parents, mais elle repart à l'aventure, et avec encore plus de drogue et des mélanges avec des médicaments, tout y passait, morphine, mescaline, le reste évidemment, jusqu'en 1976. Donc là, ça dure tout de même 2 ans à nouveau. Donc, ce coup-ci, elle se retrouve à l'hôpital, elle est opérée, péritonite, ovaire enflammé, trompe infectée, et on lui enlève tout ça. Elle a 25 ans. Elle arrête de se calmer. Elle dit... Ma vie est finie à ce moment-là, et elle décide de faire une psychanalyse, qu'elle a faite d'ailleurs, puis elle rentre dans le rang, comme elle dit, je rentre dans le rang. Alors, je ne trouve pas les détails de comment elle rentre dans le rang, mais c'est vrai qu'elle fait des tas de missions de recherche. À un moment, elle a travaillé 6-7 ans à l'Institut de la famille. Elle était fonctionnaire, mais il n'y a que Claire pour faire ça, elle est partie. Elle n'est pas restée fonctionnaire. Bon, moi ça me dépasse. Bon. Alors, en novembre 1976, elle revient à Lyon. Elle rencontre les libertaires lyonnais au moment de la création du journal IRL. Elle retourne à la fac et entame une thèse d'histoire qu'elle soutient en 81, qui va être c'est sa thèse, quoi. Et dont elle dit « Je me suis éclatée parce que j'ai découvert le rapport au savoir ». Bon, alors, et c'est là qu'on se rend compte vraiment. Parce que je vais habiter rue de Brest où elle avait emménagé avec Marco, qui est par terre, le bien bronzé, à côté d'une bien bronzée, comme moi, c'est les retraités ça, et qu'elle me propose de venir y prendre un appartement qui se libérait. Et elle participe en même temps au MLF, qui va durer de façon vraiment active pendant 4-5 ans sur Lyon. Alors je ne sais pas si tu me donnes... Parce que là j'ai une incise MLF. Bon, donc je fais une incise MLF pour mentionner une des initiatives de Claire, tout à fait intéressante et typique d'elle. Alors je vous la raconte un peu en détail, parce que j'ai appris quelque chose de très intéressant là-dessus il y a 2 jours seulement, que je vais vous raconter après. Donc Claire arrive un jour au centre des femmes, qui était notre QG, en disant « Ils ont tué Ulrike Meinhof ». Alors pour mémoire, Ulrike Meinhof, c'était la bande à Bader. Elle venait de mourir en prison, donc le doute était permis. Et on est en 76. Et ni une ni deux, Claire nous entraîne, panneau à l'appui, dans une de ces manifs spontanées typiques des années 70. On s'habille tout en noir, en deuil, et on va s'allonger dans la rue à Bellecour, bloquant évidemment la circulation, puisqu'il était 18h. Ça a été rapide, hein, inutile de vous dire. On devait être 30, je crois. On est évacué extrêmement rapidement. Je tiens à préciser que dans le mouvement en question, on était beaucoup plus nombreuses que 30. Mais ce jour-là, on n'était que 30. Mais à ce moment-là, on est évacué donc très vite par la police, évidemment. Mais alors, je me souviens d'un truc que j'ai trouvé très très drôle à l'époque.
On a arrêté tout ça. Bon, la police disait, attention, les anards descendent de la Croix-Rousse. La réputation des anards n'est donc plus à faire. Or, j'ai appris tout récemment un événement qui va peut-être vous parler, qui est très connu à Lyon, paraît-il, l'assassinat du commandant Arnaud en 1870. Est-ce que ça vous parle, à vous les Lyonnais? Il paraît que c'est dans l'imaginaire lyonnais. Bon. Alors, je vous raconte ce qui est arrivé au commandant Arnaud. Le 20 décembre 1870, donc on est à la fin de la guerre franco-allemande, il est molesté, arrêté, jugé sur place et fusillé dans la foulée. Tribunal populaire, vous savez. Bon. Il est par des émeutiers de la Croix-Rousse, et c'est ce qu'on a appelé la première commune de Lyon. J'ai entendu ça d'une historienne là, jeudi dernier, c'est vraiment pas vieux. Christiane était là, oui. Hein, tu témoignes? Oui, c'était bon. Bon, or cette émeute était menée par des femmes en noir, en signe du deuil d'une garnison qui venait d'être massacrée aux environs de Lyon, parce que la garde nationale, donc entre autres du commandant Arnaud, n'était pas allée à leur secours, disait-on. Donc en fait, on a tué le commandant Arnaud parce qu'ils n'avaient pas secouru cette garnison qui s'est fait massacrer, qui n'avait pas beaucoup de chance d'être sauvée, ceci dit, puisque les Allemands étaient absolument à 20 km de Lyon. D'accord? Bon. Alors moi, c'est ce qui m'a fait écho à cette phrase des policiers de 76, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression comme une sorte de mémoire collective, je ne sais pas si ça marche dans la police, mais qui ferait peut-être aussi écho alors aux seuls morts. C'est à ce moment-là que j'y ai pensé, j'étais pas à Lyon, mais ça en parlait beaucoup quand je suis arrivée à Lyon en 69, au seul mort de mai 68, qui est le commissaire Lacroix sur le pont Lafayette. C'est-à-dire, d'ailleurs Claire en parle très en détail, bref, tout ça c'est des policiers. Donc je sais pas du tout si ça, parce que les policiers ça bouge beaucoup comme vous savez, mais bon. Bref, je reviens à Claire. Alors au moment où elle finit sa thèse, une historienne féministe parisienne, Paul Lejeune, lui propose de faire une recherche tout à fait inédite, donc sur la grève des ovalistes à Lyon, qui se passe en juin 69. Alors pour faire vite, les ovalistes, ce sont des moulinières de la soie. On appelle les hommes des mouliniers et les femmes, on les appelle, enfin, une certaine façon de filer la soie, je ne rentre pas dans les détails, mais alors on les appelle les ovalistes parce qu'il y a un machin ovale, bref, je vous recommande d'acheter le livre. Bon, recherche alors inédite parce que ce sont entièrement des archives à classer, ce qui est évidemment un boulot d'historien. Bon, donc elle me demande si je veux bien le faire avec elle. Alors elle dit dans son livre, dans ce livre-là, j'ai hésité un peu, dit-elle. Ça c'est vrai, enfin le reste est vrai aussi, mais parce que je ne suis pas historienne. Et puis bon, c'est un boulot considérable. Donc tout de même, on devait être 78, 79. Là, elle était à la fin de sa thèse, donc c'était voilà. Enfin moi je travaillais, elle aussi sans doute, je me souviens plus ce qu'elle faisait pour gagner sa vie. Mais finalement je dis ok. Et j'avoue que j'aime beaucoup écrire, l'écriture à plusieurs, même si évidemment ça prend plus de temps. Enfin de toute façon c'est sûr que j'étais pas capable de faire ça. Mais elle n'a pas cherché une vraie historienne, ce que j'ai trouvé très gentil. Bon. Alors on avait déjà travaillé ensemble à 4 en écrivant un livre sur Emma Goldman, qui est dans le sac, mais ça fait rien. Donc Claire, sa mère, Marie Hazan, une amie libanaise émigrée depuis au Canada, et puis moi. Ça a été un livre qui a été publié en 78, et c'était donc sur Emma Goldman, et c'était La tragédie de l'émancipation féminine suivie du mariage et de l'amour. C'était des textes qui étaient traduits par la mère de Claire, qui était professeure d'anglais. Donc plus tard, Claire s'est intéressée à ce même genre de thème côté femme, féminisme on va dire, travaillée par d'autres femmes libres, en particulier quand elle a travaillé sur Louise Michel, où elle fait bien ressortir le fait de ce que Louise Michel peut... Oups, ça y est. Je vais y passer, je le sens. Non. Louise Michel, quand elle parle d'amour libre, etc., etc. Voilà. Je vais arriver tout de même à la fin. Donc, on a eu une écriture commune avec une vie quasiment commune. On habitait dans le même immeuble, comme je vous disais. On travaillait beaucoup. On avait fait la conclusion à Turin, où je l'ai rejointe. Ça devait être du genre 79. Parce que le livre est sorti en 82, donc tout de même, il faut bien un an ou deux. Bon, ça fait rien. Où je l'ai rejointe, je ne sais plus du tout pourquoi elle était là-bas, mais elle avait peut-être pour travailler sur les tziganes à cette époque, je ne sais pas. Elle avait des missions, la Turin, je ne sais pas pourquoi.
j'ai su à l'époque, mais il faisait un froid de canard, il neigeait, il gelait, vous savez, l'Italie du Nord, c'est pas marrant. Et on était obligé de tenir le four ouvert pour pouvoir continuer à travailler. Il y avait vraiment un froid de but. Donc ça a été 2 jours absolument terribles de ce point de vue-là, mais assez chaleureux, si j'ose dire, d'un autre point de vue. Mais pour moi, ça a été des moments de confiance extraordinaires, donc comme j'ai pu le retrouver dans ces expériences d'écriture commune avec, par exemple, Patricia Mercader ici présente, dire qu'en fait, après, sauf à l'université où c'est très compliqué, en fait tout de même, on est arrivé, nous, à écrire à plusieurs, quoi. Alors les autres valises, tout de même, je vous en parle, c'était une grève, brève mais remarquable, malheureusement récupérée par Bakounine, qui va les représenter au congrès de l'AIT, Association internationale des travailleurs, pour les plus jeunes ou les néophytes, à Bâle, sous prétexte qu'elle ne savait pas écrire, ce qui est tout à fait vrai, mais surtout pour ne pas laisser la main aux marxistes. Bon, donc je ne fais pas de conclusion sur cette question, sur les récupérations choc entre hommes, on va dire. Ils l'ont même pas emmené, hein. Bakounine n'a même pas emmené la Philomène Rosan, qui était celle qui menait Bon, bref. Mais ils auraient pu tout de même. Hein. Bon, alors, mais pour... Pardon, je m'avais dit que je ne disais pas, mais tout de même. Bon, alors, mais pour Claire, c'est aussi faire revivre des femmes anonymes, son credo. Ayant toujours été cette citation de Walter Benjamin qui est reprise là, qu'elle a mis en exergue de cette réédition. Cette phrase dit, de Walter Benjamin, à la mémoire des sans-noms est dédiée la construction historique, ce qui est vraiment une très belle phrase qu'elle a fait avec les tziganes. Alors, les valises sont publiées en 82, et ça a été ensuite, grâce à la réédition en 2016, une occasion de se voir très souvent, à Lyon ou à Paris, même à Marseille d'ailleurs, où elle a habité un moment entre 2005 et 2006, enfin, en tout cas en 2005-2006. Alors, on nous demandait régulièrement ces interventions, des articles, de parler de ce livre. Et il faut reconnaître que l'avantage des livres d'histoire, c'est que ça ne se démode pas. Et en plus, il n'y a pas eu d'autres livres sur les avalistes, bien que ce soit la première grève de femmes connues. Évidemment, il y a sûrement dû en avoir d'autres, mais en tout cas sur lesquelles on pouvait travailler. Alors, ce que je veux surtout dire d'ailleurs, pour finir, c'est que je l'ai vu dans ces derniers moments, Claire, pas tout à fait les tout derniers, puisque j'étais pas là, je l'ai vu à l'entrée, en fait, dans les soins palliatifs, ou presque, ou en mi-juin, elle m'appelle de l'hôpital, on venait de lui dire qu'elle avait un cancer insoignable. Bon, là, on s'est beaucoup parlé, je l'ai vu, et c'est vrai que là, elle m'a épatée, comme souvent d'ailleurs, c'est-à-dire en tout cas de sérénité, de stoïcisme. Je pense que ceux qui l'ont vu au téléphone, etc., c'était assez extraordinaire. Elle disait, ma vie finalement, elle a été assez réussie, j'en suis assez contente, je peux mourir. Je ne sais pas ce que je ferais moi dans ces moments-là, mais bon. Et ce qui était le moins triste, je me suis dit à ce moment-là que ma vie est finie, qu'elle avait dit à 25 ans. Je me suis dit finalement, tu as bien fait de continuer à vivre. C'était un risque. Alors j'ai été épatée aussi par le souci qu'elle a eu des gens, qu'elle a eu des gens à ce moment-là qui l'entouraient, en particulier pour Mireille, pour sa sœur Mireille, qui perdait ses 2 sœurs la même année. Et Claire disait que c'était une violence extrême. Et elle était désolée, d'une certaine façon, de lui faire ça. Bon. Alors, j'ai aussi été frappée en lisant l'interview de Mimo, combien, dès qu'elle parle des gens qu'elle nomme, elle n'est jamais agressive. Elle est toujours au contraire pleine de reconnaissance pour la plupart des gens qu'elle a rencontrés. Jamais une vacherie. Je ne sais pas si vous voyez, c'est plutôt rare. En particulier, ça m'a beaucoup frappé parce que j'aime bien lire les biographies ou les autobiographies. C'est souvent des règlements de compte. Hein. Bon, et bien là, pas du tout. Bon, voilà ma chère Claire, tout ce que je peux dire sur toi, en te regrettant beaucoup. Donc 73 ans tout de même, hein, une jeunette, hein, à ton idée. Voilà. On peut dire quelque chose, Annick? Oui. Il me semble qu'aucun des protagonistes
Des protagonistes des tables claudiennes Oui. n'étaient des trimards. Ah oui, On en a deux Oui, oui, ici oui, oui. qui peuvent oui, le oui, mais dire, c'est- si tu Oui, veux, oui, Claire, elle m'a présenté les trimards. Ce qu'elle disait des trimards, Ouais. c'était des braqueurs. Ouais. Et après, elle enchaînait sur... Non, Non, c'est voyou. Ah, pas c'est non, des les braqueurs. trimards. Les Ah, trimards elle étaient- le dit, Naldo. Non, 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 non. Non, non. Bon, d'accord, mais je vais Les pas... trimards, Je vais que je défende. C'était pas les braqueurs. Les trimards, elle les a Les rencontrés. gentils, oui, oui, tout à fait. C'était des voyous. Mais elle a 17 ans, hein. Oui, les braqueurs, c'était nous. Et on n'a C'est-à-dire... jamais été trimards. Voilà. Mais c'est quoi, enfin, vous pouvez peut-être... trimard, je vois. Braqueur, je vois pas. Ben, Faire le on- braquage. Oui, 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 des oui. gangsters. Ok, Oui. des gangsters. Enfin, D'accord. on a été gangsters occasionnels, on peut Oui. dire. On n'était pas gangsters professionnels, mais, mais ça nous a... On s'est Mais à fait... l'époque, c'était pas un travail qualifié, quoi. Mais Maintenant, c'est un elle travail était qualifié. très- elle se revendiquait beaucoup de l'idée de braquage. Oui, oui, oui. Oui, ça mais peut parce être. que, bien sûr, c'est un des moments clés quand même de son histoire comme de la nôtre. Voilà en quoi on sera liés pour toujours par cette affaire qui nous a emmenés 6 en prison. 6 À cause des tables claudiennes. Oui. Et oui, parce que l'étape claudienne, c'est pas un braquage, l'étape claudienne. C'est Non, c'est pas un braquage, c'est vrai. C'est une Didier attaque et de... son compagnon qui prend Oui. une crise de rage, sans doute avec de l'acide ou une autre Ouais. drogue. Quoi. Et Tire sur des une voiture de policiers police qui passent arrive dans la par rue hasard. et Par lui, hasard. il pense que c'est pour lui, il leur Voilà. tire dessus. Mais c'est vrai que c'est pas un braquage. Donc c'est tout un enchaînement de choses. Les braquages, ils avaient eu lieu avant. D'accord. Et Mais ça, elle n'en parle pas. nous deux, Super. qui étions protagonistes de l'affaire, on était en vacances. Ah bah, c'est août, hein. Et ben Oui, voilà. On Et ben était, voilà. Après les braquages, vu qu'on avait quelques sous, pas beaucoup, on est parti en vacances. Et en Turquie, au fin fond de la Turquie, et un jour, on se baladait dans la rue et on voit dans un tabac, il y avait Le Monde. On dit tiens, on va prendre des nouvelles de France. Et on prend Le Monde à la dernière page, Et et bam. boum, le jeune homme blessé par la police refuse de dire son identité. Il sortait de la rue des Tables Claudiennes. On l'a appris comme ça par le journal en Turquie. Et, bon, voilà, enfin, c'était juste une petite parenthèse. C'était parce son que- romantisme, à elle, hein, si tu veux, Et donc Didier était son amour de ce moment-là. Et ensuite donc il y a eu la prison. Alors nous on a été arrêtés après. Mais pour les tables claudiennes. Oui bien sûr. Non pas pour les tapes, Ah oui, c'est pour vrai. les braquages. Oui, oui, d'accord. Et Ah, c'est ce qu'elle raconte. Oui, que c'est. Voilà. Oui, oui, d'accord. ça y est, t'as refait le. Non, parce que du coup, effectivement, il y a quelque chose qui dit qu'il y a quelqu'un qui a craché le morceau, je sais plus qui. Oh, il y a plusieurs personnes Oui, qui ont voilà. craché des petits bouts. Donc c'était pas sur les tables claudiennes directement, effectivement. Après. Et donc, moi, je me suis retrouvée aussi en prison. Et je me suis rendue d'ailleurs, parce que Everest étant incarcéré, Patrick, Daniel, l'autre Daniel, enfin tout le monde était en prison sauf moi, qui était en cavale à Paris. La vie, c'était pas intéressant. Justement, je m'étais demandé si j'irais pas rejoindre Meinhof en Allemagne, ou Bader. Et puis non, j'avais quand même pas envie de cette vie-là. Je voulais vivre autre chose et donc je suis allée me rendre. Et je pensais rejoindre Claire et Daniel à Montluc. Eh bien, elles venaient de sortir. Je peux donner d'autres petites choses par rapport à Claire parce que, bon, ça c'est ce qui nous lie à tout jamais, mais Claire, moi je l'ai vue tout au long de ma vie, par petits bouts. On a fait 1000 choses ensemble, qui étaient des choses tranquilles. Enfin, et je l'ai aussi beaucoup vue dans ces dernières semaines, on va dire. Pas les 10 derniers jours, mais les 2 semaines avant. Et
c'était terrible, c'est sûr, mais comme je le disais à Mireille l'autre jour, je suis heureuse d'avoir vécu ça avec elle, d'avoir été là à ce moment-là, même si c'était terrible. Et ce que disait Mimo tout à l'heure aussi au niveau de cette rage qu'elle conservait, c'était extraordinaire. Elle avait des moments de fatigue où elle était un peu éteinte, mais dès qu'il y avait quelque chose qui la réveillait, ou même un coup de téléphone, moi quelquefois je me levais pour dire oh, je vais dire qu'il faut qu'ils appellent à un autre moment. Non, 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 hop, elle prenait son téléphone et elle était de nouveau complètement énergique, tonique. Et moi j'étais sidérée de la voir comme ça et c'était formidable. Et voilà. Je veux dire juste un petit mot parce que je ne veux pas parler longtemps. Rapporter les propos d'une amie de Lola qui a, pense-t-elle, bon oui ou non, on ne sait rien, mais on va dire, qui a été présente pour ses derniers mots. Et il se trouve que c'était pendant l'histoire des JO, il y avait des tas de trucs qui se passaient dans la rue, il y avait la flamme, enfin bon, toutes ces histoires-là. Et à un moment, il y avait des bruits de voix comme ça qui montaient de la rue, et Claire qui était sur son lit un peu inerte. La course cycliste juste en dessous. Ah, c'était la course. Et les gens applaudissaient et gueulaient. Et donc, elle se réveille, et elle se redresse, et elle dit « Ah, il y a encore la manif !» S'il y a d'autres personnes qui veulent donner quelque chose. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que 2 jours, bon, elle était consciente jusqu'à 1 jour et demi avant sa mort. Et le dernier jour où elle était consciente, son ami médecin Mohamed, qui l'a accompagnée vraiment merveilleusement, lui a demandé « Mais Claire, essaye de nous raconter comment ça se fait que tu te sois intéressée au rhum et que tu aies passé autant de temps de ta vie à leur consacrer. » Et Jacques était là aussi. Elle nous a fait, elle pouvait à peine respirer, elle était sous oxygène depuis longtemps. Elle pouvait à peine respirer, la plèvre était complètement prise, enfin bon. Elle nous a fait un exposé de peut-être une demi-heure. A, B, C, D, voilà. Ça, je venais d'ici. Il y avait telle et telle raison qui pouvait m'inciter à le faire. Extrêmement bien structuré et extrêmement bien formulé aussi. Hein. C'est une belle langue, tout en arrivant par là. Et elle reprenait pour expliquer très clairement ce que ça avait été que cet engagement pour les Roms, qui est, enfin moi je trouve que c'est très logique, hein, qu'elle se soit à ce point intéressée à des gens aussi marginaux, aussi lésés dans toute leur vie, et puis sympathiques, et puis épris de liberté, et puis qui n'ont aucune revendication territoriale par exemple. Tout ça fait que ça paraît logique, quoi. En plus, il y avait les aspects, la musique, bon, les chercheurs qu'elle a connus là-bas et qui étaient des gens tout à fait intéressants. Voilà, donc elle nous a raconté ça. C'était la dernière fois qu'elle a pu parler comme ça, quoi. Oui, ben, peut-être pour enchaîner, puisque c'est un peu sur le même thème ou autour des mêmes raisons que j'ai rencontré Claire en 1993. À ce moment-là, il y a quelques familles ou quelques groupes qui débarquent à Lyon. Et donc, c'est Claire qui m'a expliqué exactement comme tu viens de le raconter. Hein, c'est-à-dire, sauf que là, elle a pris un papier et un crayon. Finalement, on a fait 3 pages. C'était très clair. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. C'est avec ça que tu peux avancer. Et puis, finalement, c'est grâce à elle que j'ai pu rencontrer Nicolas Idiorgué à Bucarest, et puis tous les autres à Berlin aussi, puisqu'on a fait la route à l'envers, ce que on faisait pour venir ici. Donc j'ai des souvenirs très forts. Au début, c'est une rencontre, donne-moi un coup de main, explique-moi des choses, et ça devient une amitié au bout d'un moment, parce qu'effectivement, ça ne pouvait pas être autrement. Et puis, on a eu aussi un moment de partage
autour des oralistes, puisque lorsqu'il y a eu la présentation du livre, la Xème présentation, je pense, dans les locaux de la Croix-Rousse, j'avais participé avec une intervention sur cette thématique-là à ses côtés, avec beaucoup de fierté. Non. Voilà, écoutez, s'il n'y a plus de prise de parole, vous pouvez prendre un peu de vin. On pensera à Ganou et à elle. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Merci.